Le premier message que je voulais passer, c'est qu'il y a aujourd'hui une reprise de la situation économique, donc une reprise de la croissance économique en Afrique. Reprise nette et des perspectives également plutôt favorables. Le choc du coronavirus qui a durement frappé les économies africaines, il faut le dire. Peut-être que le choc sanitaire n'a pas été très fort en ce sens qu'à part peut-être l'Afrique du Sud, et les pays d'Afrique du Nord comme le Maroc, la Tunisie qui ont été frappés, l'Afrique subsaharienne, au niveau donc du choc sanitaire, eh bien, il a été plus ou moins contenu. Mais le choc économique, par contre, lui, a été considérable. La croissance économique a chuté fortement. Il y a même eu une récession. Pour la première fois depuis 25 ans, et même depuis peut-être 50 ans, eh bien, les pays africains, tout le continent est rentré en récession avec un taux de croissance négatif de moins 2,1%. Deuxième problème, c'est essentiellement les déficits budgétaires et les déficits du compte courant qui ont fortement augmenté. Le déficit budgétaire, par exemple, de toute l'Afrique a augmenté, a doublé de 4% à 8% en une année, donc en 2019 et 2020. Peut-être que le problème le plus important a été l'augmentation de la dette. L'endettement s'est envolé, n'est-ce pas, en 2019 et 2020, de plus de 10 points de pourcentage. Alors, peut-être que aussi le choc le plus important, le choc du coronavirus, son impact le plus important s'est ressenti sur la pauvreté. Mais, comme on est dans le cadre des bonnes nouvelles d'Afrique, la bonne nouvelle, c'est que, très rapidement, comme je disais tout à l'heure, il y a une reprise. En 2021, par exemple, la Banque africaine de développement montre que la croissance est de retour. La question fondamentale, c'est de se dire quels sont les facteurs qui expliquent que l'Afrique, n'est-ce pas, aujourd'hui, est en train d'enregistrer des taux de croissance relativement positifs, même si ces taux restent quand même relativement faibles si on compare au taux de croissance de la population. Ça, c'est aussi important à dire. Alors, il y a essentiellement trois facteurs. Le facteur extérieur, qu'on qualifie souvent dans le jargon de la Banque mondiale, de bonne chance, les facteurs internes, qui sont essentiellement des bonnes politiques qui ont été appliquées, et également l'aide de la communauté internationale. Le premier facteur, donc, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier de bonne chance. Bonne chance, pourquoi? Parce que entre 2000 et 2015, il y a eu une forte augmentation des prix des matières premières, n'est-ce pas? Et nous avons un spécialiste des matières premières qui interviendra sur cela tout à l'heure. Mais à partir de 2015, il y a eu une chute brutale des matières premières, n'est-ce pas? On a parlé du fameux commodity price super cycle, c'est-à-dire le super cycle des matières premières, n'est-ce pas? Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est vrai que le coronavirus s'est traduit par une chute des prix des matières premières, mais on enregistre une reprise. Et également la réouverture donc, des frontières avec le tourisme qui a repris. Les pays comme, par exemple, les Seychelles, l'île Maurice, le Cap-Vert et même le Maroc, la Tunisie, qui dépendent fortement, n'est-ce pas, du tourisme, eh bien, ont eu cette bonne chance que les frontières ont ouvert, donc le tourisme reprend. Il y a également ce qu'on appelle les bonnes politiques qui ont été appliquées, n'est-ce pas? Il y a par exemple l'allègement des restrictions sur, comment dirais-je, le coronavirus. Tout ce qui est les mesures qui avaient été prises ont été rapidement, comment dirais-je, allégées, mais également quelques réformes structurelles importantes. Par exemple, au Nigeria, il y a eu la réforme des subventions des prix du pétrole. Donc, ils ont saisi, comment dirais-je, la situation du coronavirus pour, n'est-ce pas, faire ces réformes. Et troisième facteur important qu'il faut souligner, c'est aussi l'aide de la communauté internationale. Par exemple, la BAD a mis tout de suite en place un fonds donc, de 10 milliards de dollars pour donner des appuis budgétaires aux pays qui étaient en difficulté. Deuxième bonne nouvelle, et j'en ai deux autres rapidement, c'est la forte mobilisation de la communauté internationale pour, n'est-ce pas, lutter contre la dette. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que la communauté internationale a mis en place essentiellement deux initiatives. La première initiative, c'est ce qu'on a appelé le Debt Service Suspension Initiative, c'est-à-dire en fait l'initiative de suspension du paiement des services de la dette. Deuxième initiative, c'est le fameux cadre commun où on essaye de demander au secteur privé de participer. Mais le bémol quand même, il faut le dire, c'est que ces deux initiatives sont quand même limitées parce qu'elles ne concernent pas les pays à revenus intermédiaires. Alors ensuite, peut-être que la bonne nouvelle, c'est l'alignement de tous les partenaires internationaux sur la lutte contre la dette. Troisième bonne nouvelle,
c'est la fameuse allocation des droits de tirage spéciaux. Il y a 3 problèmes importants. Le premier problème, et c'est ce que soulève la BAD, c'est de dire que ces allocations de DTS, les 33 milliards, ne sont pas suffisantes pour l'Afrique, n'est-ce pas? D'où, lors de la conférence de Paris, où le président Desina demandait qu'on augmente, et le président Emmanuel Macron a accepté que ça soit à peu près de 100 milliards, n'est-ce pas, de dollars. Ça, c'est le premier problème. Donc, augmenter, donc, n'est-ce pas, les allocations, et donc il faudrait que les pays industrialisés puissent, n'est-ce pas, transférer leurs allocations aux pays africains. Deuxième problème, c'est comment on fait le transfert. Est-ce qu'il faut un don ou alors est-ce qu'il faut des prêts? Et là, il y a un véritable débat. Il y a un véritable débat parce que ce n'est pas gagné. Puisque le FMI a une approche différente. Je pourrais revenir tout à l'heure pour expliquer un peu plus l'approche du FMI, qui est différente de l'approche de la Banque africaine de développement. Et enfin, troisième chose, c'est que comment utiliser ces ressources, même si elles étaient données à l'Afrique. La BAD dit qu'il faudrait l'utiliser pour 3 choses. Premièrement, aider les pays à payer les dettes. Deuxièmement, investir dans les infrastructures. Et troisièmement, pour les questions de changement climatique. Voilà un peu l'approche de la Banque africaine de développement. Dernier point, je vais terminer par là pour ne pas être trop long, c'est le secteur privé. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une forte mobilisation aujourd'hui, et la BAD également est le champion, c'est qu'aujourd'hui, la BAD dit clairement, on ne peut plus compter sur les États africains. Ce qui n'était pas non plus l'approche de la BAD il y a encore quelques temps. Il faut compter sur le secteur privé. Vous savez que le secteur privé était fortement frappé par le coronavirus. Hein. Je crois que les collègues reviendront, les intervenants ici reviendront tout à l'heure. Alors, ce que dit donc la Banque africaine de développement, c'est qu'il faudra pouvoir soutenir le secteur privé. Que finalement, on parle tout le temps de matières premières, mais qu'est-ce que c'est qu'une matière première? Il y a une diversité, je ne veux pas vous surprendre, hein, on parlait d'agricole, on parlerait de minerais, on parlait d'énergie, mais au sein même d'une matière première, il y a une extraordinaire diversité. Et malgré cette diversité, on parle de matières premières. Et finalement, je crois qu'il faut comprendre que les matières premières, c'est aussi, hein, au-delà des réalités physiques, c'est aussi un concept économique. Et pourquoi est-ce qu'on utilise ce vocable commun? Parce que les matières premières sont fondamentalement, je vais essayer de ne pas être trop technique, mais ce sont des biens homogènes. Alors quand je dis bien homogène, je ne dis pas que la qualité ne joue pas. Pour autant, cette qualité n'est pas suffisante. Cette qualité n'est pas suffisante pour vous protéger de la concurrence internationale. Caractéristique, il y a un élément important à comprendre sur les matières premières, c'est cette très forte instabilité des prix. Et je dis bien instabilité parce que derrière ce terme-là, on va retrouver des tendances haussières, baissières, de long terme, de moyen terme, le fameux supercycle qu'on évoquait. Et puis, au-delà de ces tendances haussières et baissières, des cycles dont il faut s'accommoder. Et puis, au sein de ces cycles, de la volatilité. Comment stabiliser, compte tenu de cette instabilité, comment stabiliser les recettes d'exportation? Première grande question. Lié à cette question-là, comment éviter le syndrome hollandais, la maladie hollandaise? Je ne veux pas la définir, mais je l'évoque parce que j'ai une horreur de ce terme de malédiction des matières premières qu'on entend à l'envi, qui est une agrégation de beaucoup de choses, qui a une dimension déterministe. Par contre, le syndrome hollandais, l'idée que finalement, parce que vous spécialisez dans les matières premières, vous allez pénaliser les secteurs traditionnels, vous allez pénaliser l'industrie manufacturière, oui, ça c'est une question auquel il faut apporter des réponses. Il y a vraiment, évidemment, un point important des pays africains sur ces marchés mondiaux de matières premières, mais attention quand même à une image d'Épinal où les pays africains ne seraient vus que dans leur fonction d'exportation, puisque dans le même temps, l'Afrique est assez largement dépendante de ces marchés mondiaux dans des logiques d'importation, et je pense notamment à la question de la sécurité alimentaire. L'Égypte est le premier importateur de blé. Comment est-ce que les pays africains ou les pays producteurs peuvent tirer parti de la transition environnementale, à la fois donc dans ses opportunités, mais également dans ses contraintes? Ça, c'est une grande question. Il y a, je voudrais le rappeler aussi, les enjeux de transparence et de responsabilité sociétale. C'est quelque chose qui est croissant dans le monde des matières premières et il faudra que tout le monde s'accorde sur ce schéma-là. Il y a également pour les pays africains et pour les pays asiatiques producteurs de matières premières, la grande question autour de la transformation locale, ça a été évoqué précédemment, la transformation locale des matières premières.
Je voudrais dire 2 mots sur ce sujet-là et être, si vous me l'autorisez, politiquement incorrect. Heu, je pense qu'il faut être pragmatique sur cette question. C'est-à-dire que politiquement, je le comprends parfaitement. Économiquement, il faut être pragmatique parce que je pense qu'il y a des matières premières, vous avez un intérêt à les transformer, d'autres peut-être moins. Je voudrais rappeler à cet égard que tous les pays exportateurs ou producteurs de matières premières, les pays industrialisés, ne transforment pas forcément, hein. Le coton américain, le blé européen, tout ça, c'est pas nécessairement transformé. Premier point. Deuxième point, transformer, c'est pas nécessairement de la valeur ajoutée. Pensez à la formidable histoire de l'ananas africain. L'ananas, le marché mondial de l'ananas, c'est le Costa Rica, qui a pris 90% des parts à l'international. Et l'Afrique a réagi en disant, mais finalement, on ne va pas transformer, ça veut dire mettre en boîte, hein, donc c'est de la perte de valeur. On va développer une stratégie de ciblage sur des marchés de niche, sur de l'ananas de qualité, transport avion. Donc ça a été quelque chose de pragmatique, de tout à fait avisé. L'autre élément que je voudrais évoquer, c'est que, comme je vous le disais, les matières premières s'inscrivent dans toute une chaîne de valeur. Et si je pense à la Guinée, quand on parle de transformer la bauxite, on va la transformer en alumine. Très bien. Et l'étape d'après, c'est transformer de l'alumine en aluminium primaire. Mais regardons la concurrence internationale. Et la Chine est totalement dominante sur ces secteurs-là. Et puis, pour transformer le facteur clé, c'est pas tant finalement d'avoir de la bauxite, hein. Le facteur clé pour faire de l'aluminium, c'est de l'énergie, de l'électricité, 15 000 kWh. Donc cette énergie que vous utilisez pour transformer cette matière, vous ne l'utilisez pas pour d'autres choses. Or, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique de l'Afrique, ce sont aussi des sujets clés. Donc ça, c'est un point important. Dernier point, bauxite à aluminium. L'aluminium, c'est in fine un produit complexe, mais ça reste une matière première. Et si j'en reviens à la définition que j'ai donnée précédemment, c'est un prix, je vous ai donné l'exemple de Trump, qui est particulièrement instable. Et si la question est la question de nourrir le développement économique d'une nation, lorsque vous avez une valeur ajoutée, parce que bien sûr qu'elle peut exister, mais c'est une valeur ajoutée instable, il faut les moyens de gérer cette instabilité. Donc encore une fois, je ne suis absolument pas en train de dire qu'il ne faut pas transformer. Il y a des exemples de grandes réussites sur la transformation des matières premières, mais il faut du pragmatisme. Et puis, dernière question autour de cette transformation, transformer, pourquoi et surtout pour qui? Et là, je vous suis sur l'idée d'un marché continental. Ça, lorsque votre débouché n'est pas forcément le grand international, mais les marchés nationaux et les marchés africains, là, par contre, il y a, à mon avis, du sens. Il y a, au-delà de ces questions dont on parle depuis peu, ou dont on reparle depuis peu, des questions, à mon sens, dont on ne parle pas et dont on ne parle pas assez. Très rapidement, d'abord, la question du rôle du négociant. Il n'y a pas une matière première, il n'y a pas une filière de matières premières qui ne fonctionne sans un trader physique. Alors c'est un rôle qui n'est pas bien compris, qui est souvent assimilé à un simple intermédiaire. Pour vous donner un exemple de l'importance de ce négociant, 15%, 20% du pétrole mondial passe par des négociants. Donc si c'était qu'un simple intermédiaire, quand on est un géant pétrolier, on ne l'utiliserait pas. Quelle est la place de l'Afrique sur cette fonction de négoce? Je pense qu'il y a des réflexions stratégiques à mener de ce point de vue-là. Et si je parle de négoce, je parle également de la grande question de l'accès des pays africains au marché financier de matières premières. Si on acte qu'il y a une forte instabilité du prix des matières premières, on doit se poser la question de la disponibilité des outils pour gérer cette instabilité. Et puis enfin, il y a des questions dont on ne parle plus et j'aimerais que l'on fasse revivre une forme d'utopie. J'étais très heureux d'entendre le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin parler de multilatéralisme parce qu'on a totalement oublié le multilatéralisme des matières premières. C'est un non-sujet. Vous évoquez ça, on vous dit, bon, c'est pas important. Or, on peut parler de transition environnementale, on peut parler de transition numérique, mais je crois qu'il y a un elephant in the room derrière tout ça, c'est que toute transition, toute révolution va avoir des effets redistributifs majeurs au niveau national, on le redécouvre presque en France et en Europe avec les prix de l'électricité, et au niveau géopolitique. Et donc je pense qu'il faut absolument faire de la stabilité du prix des matières premières, du dialogue entre les importateurs et les exportateurs, un enjeu
d'un multilatéralisme renouvelé. Bien sûr, il y a une sortie de crise qui est très heureuse et dont on se réjouit, mais qui n'a pas fait disparaître les causes structurelles du retard de développement du continent, qu'elles soient démographiques, je n'y reviens pas, ça a été évoqué longuement, écologique, avec là un petit paradoxe quand même, que l'Afrique, qui contribue tellement peu au phénomène de l'effet de serre et du changement climatique, est le continent qui sera parmi les plus affectés par ces conséquences, et donc qui doit l'intégrer dans la dimension adaptation de la lutte contre le changement climatique, économique et défaut d'infrastructures, je n'y reviens pas, et numérique, ça a été un petit peu évoqué, mais c'est aussi essentiel pour la croissance de demain. Et puis s'ajoute, ça a été un petit peu évoqué par le Premier ministre sur le plan politique aussi, et Serge a rappelé que je venais de RDC, des difficultés sécuritaires dans un certain nombre de pays, des crises politiques. La sortie de crise, c'est aussi l'occasion de se reposer la question ou de repenser le partenariat. Alors, on ne revoit pas tout de fond en comble, il y a des choses qui étaient déjà dans le pipe, si je puis dire, mais ça confirme ces analyses. Donc concrètement, ça veut dire que ce qui peut être perçu comme des défis sont aussi des opportunités. Ça a été un peu évoqué sur la démographie. Le marché de demain, le relais de croissance, il est en Afrique. Donc c'est la vision qu'ont les partenaires, y compris économiques privés, de l'Afrique. La vitalité de la démographie, c'est aussi, je vais utiliser une expression qui n'est peut-être pas heureuse, mais une contribution éventuelle à l'Afrique usine du monde. Et puis, il y a aussi la transition écologique. Et là, puisqu'on parle de RDC, le RDC, c'est un continent dans le continent. C'est 4 fois la France et la superficie de l'Union européenne après le Brexit. Et effectivement, si on prend la RDC, mais plus largement le continent, et qu'on regarde toutes les ressources qui vont nous permettre de passer cette transition écologique, qu'elle soit solaire, hydroélectrique, ou qu'elle soit même le cobalt, ça a été cité, la RDC est un des premiers producteurs, pour ce qui est des batteries de voitures électriques, pour ce qui est d'autres minerais qui servent aux mobiles téléphoniques. Bref, on voit tout un tas de minerais qui sont une chance, tout un tas de ressources naturelles qui sont une chance pour le développement de demain. Deuxièmement, ça aussi je l'ai entendu et je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit, la crise elle-même, alors pas la sortie de crise, mais la crise a amené pas mal d'opérateurs économiques s'interroger sur la pertinence de leur chaîne de valeur, de leur délocalisation et sur la relocalisation éventuelle, pas forcément d'ailleurs en Europe, compte tenu des problématiques de coûts de production, mais justement dans peut-être des zones plus proches, à la périphérie de l'Europe, la grande périphérie. Donc on est en Méditerranée, on est aussi en Afrique. Et ça peut entraîner donc une redéfinition des investissements et des localisations des chaînes de valeur. Et enfin, dernier point qui permet de repenser, en se projetant un peu vers l'avenir, ce partenariat, et qui est une note la plus d'afro-optimisme, c'est les progrès de l'intégration régionale. On y a fait référence avec Emmanuel et la ZLECAf. Il y a l'union monétaire, ça peut apparaître comme une perspective très lointaine, mais enfin, on a un premier jalon qui a été posé en Afrique de l'Ouest avec la bascule progressive vers l'éco, qui verra peut-être le jour. Donc, on a là des éléments qui permettent d'être plutôt optimistes et que les opérateurs économiques, je pense, ont en tête, les acteurs en tout cas, du partenariat renouvelé avec l'Afrique, ont certainement. Mais au-delà de la sémantique, je pense qu'il y a une vraie interrogation sur l'inefficacité peut-être partielle des efforts d'aide au développement du passé et la nécessité, en tout cas, c'est un vœu sans doute assez largement partagé par les jeunes générations en Afrique, d'aller vers une approche plus partenariale et équilibrée, gagnant-gagnant, comme l'on dit à juste titre aujourd'hui. Troisième point sur les axes prioritaires qui se dégagent de cette nouvelle approche, c'est la concentration de l'aide, ou en tout cas des efforts vers un renforcement du secteur privé africain, entreprises et main-d'œuvre. On l'a évoqué tout à l'heure, besoin de formation, car ce sont ces entreprises qui créent les emplois, et les emplois, l'Afrique en a besoin. Je citerai un seul exemple dont il faudra tirer le bilan, mais qui est une initiative forte, en tout cas à l'échelle de la France, c'est Choose Africa, avec un objectif, j'espère qu'il sera atteint, d'aider 10 000 petites et moyennes entreprises, voire de très petites entreprises et start-up. Enfin, les efforts de gouvernance
au sein même des économies africaines, mais je pense qu'ils seront plus facilement atteints s'ils ne viennent pas d'un diktat quelconque, mais d'une approche partenariale avec à la clé des investissements, y compris une présence accrue du secteur privé. Et puis pour terminer, c'est un axe important parce qu'on reste sur l'idée des partenariats économiques. Je pense qu'il est important, et là je ferai un plaidoyer pro domo pour les entreprises françaises en Afrique, ce qui est encouragé et qui doit l'être de plus en plus, que les initiatives entrepreneuriales issues de la diaspora. Il faut d'abord, me semble-t-il, éviter que des rivalités extérieures soient exportées en Afrique, parce que ce serait très dommageable et ça peut hélas se produire. Il faut aussi, c'est dans un tout autre registre, mais ça a malheureusement des conséquences économiques parfois sur les pays concernés, éviter, j'allais dire même combattre des comportements déplacés de certaines sociétés militaires privées. Et je crois que justement l'initiative qui a été évoquée du cadre commun pour la gestion de la dette est tout à fait heureuse puisqu'elle fait venir de nouveaux acteurs. Donc elle permet de, a priori, c'est sans doute pas suffisant, mais de se mettre d'accord sur des mêmes façons de gérer un problème essentiel qui est celui de l'endettement. Enfin, je ne pense pas qu'on puisse systématiser, et surtout sur une approche bureaucratique, des collaborations entre différents partenaires. Ces collaborations, elles se feront en fonction des besoins et des situations, mais elles existent. On parle beaucoup de rivalité en Asie-Pacifique, c'est évident, entre le numéro 1 et le numéro 2. Et nous, on a la chance, vis-à-vis de l'Afrique, d'avoir cette proximité qui n'est pas que géographique, qui est culturelle, qui est historique. On a des liens humains très forts. Et peut-être que de temps en temps, on a le sentiment qu'on n'en tire pas tout le bénéfice dans le bon sens du terme et pour les deux parties qui seraient attendues. Et je pense qu'il y a là, sur cet axe qualifié de nord-sud, entre l'Afrique et l'Europe, ou sud-nord, il y a là un axe majeur à développer pour être beaucoup plus fort et pour réellement moderniser et surtout renouveler notre partenariat. La tenue en octobre 2021 de Bonne Nouvelle d'Afrique, organisée par la Fondation Prospective et Innovation, me semble une excellente initiative. Cette reprise à quelques jours du nouveau sommet Afrique-France qui s'était tenu également à Montpellier, et je crois de tout à fait bon augure, et la richesse des échanges et des débats qui ont eu lieu à cette occasion montre que il y a, j'allais dire, un enthousiasme, en tout cas une véritable motivation de tous les acteurs africains, français, européens pour renouveler le partenariat entre nos deux continents.